Je sais que vous l'attendez tous. On l'a dit depuis l'entame de cette émission. Nous parlons de ce stupéfiant qui détruit de nombreuses familles, la drogue. Professeur, non. Docteur Zabidjo, il y a 2 semaines, on a entamé ce sujet. Il est important de faire un récap pour permettre à ceux qui n'étaient pas avec nous de pouvoir mieux comprendre le sujet que nous abordons aujourd'hui. Merci Naomi. Il est bon que les parents sachent que la drogue, c'est toute substance d'origine naturelle ou synthétique qui, une fois qu'il est ingurgité, il entraîne la modification du fonctionnement normal du système nerveux central. Donc tout produit, ça peut être le thé, ça peut être le café, ça peut être de l'herbe, ça peut être la sève, ça peut être un produit comme un comprimé, ça peut être un gaz, ça peut être n'importe quoi. Donc tous ces produits-là, une fois que ça modifie le fonctionnement normal du système nerveux central, c'est qualifié par l'Organisation mondiale de la santé drogue. Donc il faut qu'on fasse très attention à cela. Et vous nous avez dit qu'aujourd'hui, les enfants ont trouvé plusieurs moyens pour ne pas justement se faire prendre. Oui, aujourd'hui, contrairement à hier, les enfants n'utilisent plus tellement les drogues classiques. Ouais. La cocaïne, l'héroïne, le cannabis, que tout le monde connaît, les enfants, ils utilisent ça, mais ils n'utilisent pas ça vraiment couramment. Ils ont des drogues nouvelles qu'ils dissolvent avec, par exemple, de la boisson. Ils ont également des moyens de consommation qui sont totalement nouveaux, que les parents ne connaissent pas. Ça fait qu'ils passent très, très inaperçus. Ils utilisent beaucoup de médicaments, par exemple. Ils utilisent également des gaz qui sont utilisés en médecine. Et tout ça, ça fait que ça passe totalement inaperçu parce que malheureusement, les parents n'actualisent pas leur fichier parental. Et aujourd'hui, la première grande question qu'on se pose, c'est justement comment reconnaître un enfant qui se drogue. Et on a eu quelques réactions sur nos différentes pages des réseaux sociaux. Nos internautes ont essayé de répondre. Je pense qu'avec la réalisation, dans quelques instants, on va voir leur proposition de réponse. Mais il y a plusieurs qui parlent déjà des yeux. Et je pense que vous l'avez cité la dernière fois. Si. Les yeux, c'est les premiers signes qu'on peut voir directement. Il y a les signes physiques. Et puis, il y a des signes qui sont moins physiques. Il y a des signes qu'on va voir dans le comportement. Donc, au titre des signes physiques, il y a les yeux également. Il y a les yeux dont on a parlé. Mais en dehors des yeux, il y a le fait que l'enfant, il va très régulièrement au réfrigérateur. Oui, mais pardon, les yeux seront comment alors? Très, très injectés, très rouges, par exemple, pour ceux qui vont consommer, par exemple, du cannabis. Ça sera dormant pour ceux qui vont prendre des dépresseurs. Donc, c'est de faire attention. Si l'enfant n'a pas des yeux dormants habituellement, qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est comme s'il est en train de somnoler et tout, il faut faire attention. Ça veut dire que quelque part, il est sous effet de substance qui est dépresseur. Donc, soit c'est dormant, soit c'est vraiment injecté, c'est vraiment très rouge. À partir de là, il faut faire attention. Ça ne veut pas forcément dire que... Voilà, il ne faut pas tout de suite conclure. Voilà. C'est juste que ce sont des éléments qui peuvent attirer notre attention. Notre attention en tant que parent. Et c'est le but. Dépistage précoce pour qu'il y ait une prise en charge efficace. Et donc, on pourra voir maintenant avec Jacques Brou, notre réalisateur, les interventions des internautes. Et on veut dire merci donc à tout le monde. Là, il y a Emos Fofana qui dit, déjà à travers son regard, les yeux, un facteur qui ne ment pas. Donc, je pense qu'il y a le nœud qui a sauté, qui ne ment pas. Donc, ça, c'est la réaction de Emos Fofana. Merci de nous suivre, Emos. Et puis, on a une autre réaction. On peut y aller rapidement à la réalisation. Peut-être ses yeux. Lui n'en est pas très sûr. Je pense que c'est Bokoya Tagro. Merci d'être fidèle à Matin Bonheur. Lui, il parle aussi des yeux. Ephraim Ien, quant à lui, dit, bon, réservé, qui s'isole, glouton et qui boit assez d'eau. Et il nous conseille de causer assez avec lui pour le faire sortir, si tant est qu'il veut s'en sortir, parce qu'il y a aussi la volonté de pouvoir sortir de là. Donc, chers parents, voici quelques pistes qui pourraient attirer notre attention. Mais comme a dit Dr Zabidjo, ça ne veut pas dire tout de suite que quand un enfant boit beaucoup, qu'il a les yeux dormants, ou, voilà, il faut d'abord voir un médecin, voir déjà dans quelles conditions... l'enfant est touché physiquement avant de conclure. Ce n'est pas à nous de conclure directement. N'est-ce pas, docteur? Il y a un risque de conclure directement. Quand on conclut directement, tout de suite, ça fait que l'enfant se braque. Et quand il se braque, il y a 2 choses qu'il peut faire. Soit il devient réfractaire à tout conseil, à n'importe quoi que les parents peuvent lui dire. Deuxièmement, il va commencer à devenir hyper cachotier.
Donc, il va se dire, c'est parce que vous voyez que vous parlez. Donc, si vous ne voyez plus rien, vous ne parlerez plus. Exactement. Voilà. Et donc, on a un signe, par exemple, comme le fait que l'enfant, il vient à la maison, il ressort, il vient, il ressort. Il ne reste plus trop à la maison. Il ne reste pas trop. Il se parfume outre mesure. Vous pouvez lui acheter une bouteille de 40 centilitres de déodorant. Au bout de 2 jours, c'est fini. C'est fini. Voilà, parce qu'il veut masquer les odeurs. Masquer les odeurs ou bien les utiliser également comme drogue. Il y a les deux. Voilà, parce que on va pas aller... bon, on va pas dire comment ça se passe pour ne pas inspirer certaines personnes. Ils utilisent ça comme drogue. Ouais. Ou alors, ils prennent ça pour masquer les odeurs de cannabis. Parce que le cannabis a une odeur très forte. Wow. Quand vous consommez le cannabis, vous avez le sentiment que l'odeur vous poursuit toute la journée. Donc, pour cacher ça, les enfants, ils se parfument, ils se parfument, ils se parfument. D'accord. Donc, on a les yeux, on a l'hydratation démesurée, voilà. Et on a... les sorties intempestives. On a... En plus, les parfums. Les parfums. Les déodorants, comme on a dit. Voilà. Et puis, dans les réactions également, on peut l'observer. C'est-à-dire un enfant, par exemple, qui aura tendance à s'isoler, parce qu'il veut fuir le regard des gens. Parce qu'il s'est dit, certainement, si on me voit, ça attire le regard, donc il veut s'isoler. Ça n'a rien à voir avec la timidité. Pas forcément. C'est un camouflage, en fait. Voilà. Il faut observer l'enfant. Et s'il y a une variation dans ses façons de faire, dans son comportement, on observe et on peut, à partir de là, être attiré et puis le conduire vers les spécialistes pour l'aider. Et j'ai tellement aimé votre intervention d'il y a 2 semaines, quand vous avez dit, pour observer, il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. La plupart d'entre nous, on trouve les excuses du fait qu'il faut aller chercher l'argent pour venir les nourrir et tout ça. Et par rapport à ces excuses-là, bon, ben, l'enfant, il est laissé à lui-même. Il s'éduque lui-même, il s'éduque par la rue. Il remplace la présence des parents par la présence de mentors de rue. Et ces mentors-là, Dieu seul sait le message qu'ils leur donnent et la façon de leur donner ces messages. Donc, il faut être là. Est-ce qu'on a d'autres éléments qui peuvent nous aider ou même qui peuvent attirer notre attention sur le changement de comportement de notre enfant? Il devient par exemple violent, irrespectueux. Donc ça peut s'observer. Toujours, je reviens encore au référentiel qui est la base. Voilà. Il était comment à l'origine? Il était comment avant, voilà. Si c'est quelqu'un qui a toujours été violent, naturellement, dans le verbe, dans son comportement, bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais si, du jour au lendemain, il devient violent, il devient cachotier, il s'isole, il sort beaucoup, il va beaucoup au frigo, il y a ces choses-là, ça doit nous attirer. Voilà. Si ça nous attire, ce n'est pas d'affronter de face la chose. Parce que le faire de façon frontale, c'est dire à l'enfant qu'on l'a surpris. Alors que quand nous tous, on a le sentiment d'avoir été, si vous voulez, découvert dans quelque chose qu'on cherche à masquer, on devient plus mesquin encore. On cache encore ce qu'on a déjà commencé à cacher. Donc, quand c'est comme ça, c'est de l'inviter à parler. Et si jamais l'enfant ne parle pas? En général, ça arrive quand, par exemple, les parents n'ont pas pris l'habitude de créer le climat de confiance. Vous savez, il y a une chose qui appelle la confidence. Il y a une chose qui appelle le fait qu'on puisse se lâcher avec quelqu'un. C'est quand on a confiance. Donc, il faut créer un climat de confiance. Il y a des gens, il va au travail à 6 h du matin, il rentre tous les jours à 22 h ou à 23 h. Il ne parle avec l'enfant que quand il y a des bêtises. Mais dans ces conditions-là, il ne vous dira rien. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, si au départ, on n'a pas créé ce climat de confiance, comment rétablir les choses? Développer une intimité de vie avec l'enfant. Une intimité de vie, ça veut dire... Hein. Oui, mais ça va prendre du temps, c'est vrai, mais ça va surtout prendre la qualité dans l'intervention éducative. Ça veut dire qu'il faut créer beaucoup de moments de partage avec son enfant. Quand on reste à la maison, il faut profiter de ce temps-là pour partager des jeux avec l'enfant, pour partager des activités avec l'enfant. Il ne faut pas que maman soit sur son téléphone ou à la cuisine, papa aussi est également sur son téléphone en train de parler avec qui on essaie. Et l'enfant, il est tout seul, il va qu'à ses occupations à lui. Quand c'est comme ça, il se sent esselé et il trouve le réconfort qui lui manque dehors. On a dit que ça allait prendre du temps, docteur. Ça va prendre du temps. Est-ce que pendant qu'on est en train de créer ce climat de confiance-là, l'enfant n'est pas en train de s'engouffrer davantage dans la consommation de la drogue? C'est possible si à la base, on n'a pas su créer, comme je le disais, un bon climat. Vous savez, l'atmosphère dans laquelle la famille évolue, ça compte beaucoup dans l'entrée d'un enfant dans la drogue ou pas. Donc, c'est de changer vraiment cette atmosphère-là. Et quand je parle d'atmosphère, c'est vrai, il y a la présence des parents, mais il n'y a pas que ça. Il y a leur intervention éducative
qu'est-ce qu'ils font, quel acte ils posent concrètement. Quand l'enfant évolue dans une atmosphère où, par exemple, il n'y a que des blessures émotionnelles, des injures à n'en point finir, des brimades, la baisse de l'auto-estime et tout, quand c'est dans ces contextes-là, l'enfant, il a tendance à aller rechercher ailleurs la paix qu'il n'a pas à la maison. Et ailleurs, il peut rencontrer le danger parce qu'il peut rencontrer des gens qui peuvent lui proposer n'importe quel stupéfiant, pardon. Et puis, bon, lui, il n'a pas forcément le jugement mature, donc il peut s'engouffrer à tête baissée dans ce genre de travers-là. Et là, nous sommes justement en train d'apporter des éléments de solution pour aider les familles à se reconstituer, aider les enfants à sortir de la consommation de la drogue, n'est-ce pas? Et puisqu'on parle de ces solutions, là déjà, on commence par rééquilibrer les choses en établissant un climat de confiance. Quelle autre attitude les parents devraient donc avoir pour les enfants qui malheureusement sont déjà touchés? Donnez l'exemple. Il faut qu'ils commencent par donner l'exemple eux-mêmes. Parce que l'enfant, il est d'abord copie. Il copie servilement les exemples. Et puis, il faut que la communauté entière se sente aussi impliquée dans l'éducation des enfants qui ne sont pas forcément nos enfants. Vous voyez, qui vend la drogue, par exemple, les comprimés aux enfants? Ce sont des femmes adultes. Ce sont des mères de famille. Qui vendent l'alcool dans les bars aux enfants? Ce sont des pères de famille. Ils se disent que ce n'est pas mon enfant, donc ils servent ça aux enfants des autres. En oubliant que ça n'arrive pas forcément qu'aux autres, hein, ça peut nous arriver vicieux. à nous aussi. C'est un cercle vicieux. Quand tu sers l'enfant des gens, pendant que tu es en train de le servir, ben, chez toi à la maison, il n'y a personne. Donc quelqu'un d'autre aussi va servir de la boisson, de la drogue à tes enfants. Vous voyez, la drogue, ça coûte très cher. Bon, et ça rentre dans le pays. Qui fait rentrer? Bon, moi, je n'ai pas envie de répondre à cette question, mais là, je la pose, que chaque téléspectateur se la pose. Donc, on a une responsabilité très grande en tant que personnalité politique, en tant que décideur, en tant que parent. Déjà, ça commence par, si vous voulez, la restauration du climat favorable à l'éducation dans la cellule familiale. Ça commence déjà à la maison. Ça se poursuit ensuite dans la société, à l'école et dans toutes les sphères que l'enfant fréquente. Il faut qu'il y ait des règles. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lois, par exemple, pour réprimer la consommation abusive, par exemple, de l'alcool au niveau des enfants. Mais qui respecte ça? Le problème, ce n'est pas qui est la loi, mais il faut qu'il y ait un suivi. Et le suivi, il est assuré quand il y a, par exemple, la prise de, si vous voulez, de règlements au niveau ministériel pour que les décrets, les lois qui sont pris soient appliqués effectivement sur le terrain. Si la police n'a pas d'éléments, elle ne peut pas intervenir sur le terrain par rapport à certaines actions. Donc aujourd'hui, par exemple, vous allez en Europe, vous ne verrez jamais un enfant de 17 ans, 16 ans fréquenter un débit de boisson. Il va pas, personne ne va le servir, on va le chasser. Mais ici, tout le monde sert de la boisson, tout le monde vend de la drogue. Dans les villages, c'est connu, les fumoirs sont dans les quartiers, tout le monde sait. Et ça ne dérange personne. Dieu merci, aucun de nous n'est à l'abri de ces phénomènes. Que ce soit les décideurs, que ce soit les citoyens lambda, Dieu merci, nous tous, on est exposés. Donc il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on prenne le phénomène à bras le corps, qu'on se dise que c'est quelque chose qui est en train de décimer la jeunesse, l'espoir de la Côte d'Ivoire de demain. Si on a des Ivoiriens de demain qui sont totalement drogués, c'est le pays même qui est drogué. C'est ça. Il faut qu'on comprenne que la consommation abusive, la consommation addictive de drogue, ça devient une maladie chronique du cerveau. Ça, on l'ignore souvent. Alors que les cellules cérébrales ne se régénèrent pas, ça ne se renouvelle pas, contrairement aux autres cellules du corps qui se renouvellent. On peut être blessé aujourd'hui. Si on a une bonne peau, en 2 semaines, on peut ne même plus avoir de cicatrices. Mais quand une cellule cérébrale est lésée, c'est à vie. Donc, on ne peut vraiment pas en guérir? Il y a des possibilités d'en guérir, mais il y a des risques de rechute à tout moment. Et ça, il faut que les parents des enfants qui consomment la drogue le sachent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède miracle. La drogue, ce n'est pas comme un paludisme, on vous donne des comprimés, on vous dit au bout de 3 jours, normalement, vous devez en être guéri. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les médicaments qu'on donne aux enfants, c'est juste, ça sert à affaiblir l'organisme pour que les effets de manque ne poussent pas l'enfant à aller consommer à nouveau de la drogue. Mais le travail, le vrai travail, c'est au niveau psychologique. Quand vous parlez du niveau psychologique, il y a un problème parce que les parents aussi malheureusement sont affectés. Un parent qui voit son enfant qui se drogue et qui court à la ruine est lui-même aussi affecté parce qu'il va se dire « j'ai échoué dans ma mission ». Il y a des parents malheureusement qui ont tout fait, mais vraiment, vraiment tout. Et l'enfant, comme on dit, on accouche l'enfant mais on n'accouche pas son cœur. Ça se dit en Afrique, c'est un proverbe, oui. Il y a des parents qui mettent tout à la disposition, qui sont présents, mais malheureusement, l'enfant dévie.
comment donc redonner de la force et du courage donc à ce parent-là pour qu'il puisse aider son enfant? C'est de ne jamais démissionner. Quand je parle de démissionner, bon, c'est vrai, peut-être qu'il faut que j'utilise un autre mot, c'est de non seulement jamais démissionner, mais c'est de ne pas baisser les bras. De ne pas se dire... Pour trouver la force justement Voilà. pour ne pas baisser les bras. Oui, il faut qu'il puise à l'intérieur de lui-même les ressources. Et s'il pense qu'il n'en a pas, qu'il aille vers les spécialistes, les psychologues pour l'encourager. Parce que tout le monde peut baisser les bras sauf lui. S'il baisse les bras, ben, c'est fichu pour la vie. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique du cerveau. Et qui parle de maladie chronique parle de possibilités de rechute à tout moment. Quand on souffre d'un diabète, bah, on peut bien se porter si on suit une hygiène alimentaire, une hygiène de vie intéressante. C'est la même chose au niveau de la drogue. La drogue, on y entre par 3 portes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs occasions. On entre dans la drogue par la porte de la volupté, la recherche du plaisir. On entre dans la drogue également par le chagrin. On entre dans la drogue par la douleur. C'est de fermer ces différentes portes-là au niveau parental. Il faut que chaque parent soit là. Au lieu de rester à observer que, bon, ben, j'ai fait tout ce que je pense pouvoir faire, mais malheureusement, l'enfant, il a emprunté la voie qu'il ne devait pas emprunter. Au lieu de rester dans cette observation-là, c'est de se dire, bon, ben, il a déjà pris la porte qu'il ne devrait pas emprunter, il faut que je la referme, que je le ramène à l'intérieur. Et pour amener l'enfant à l'intérieur, on a parlé justement de la première étape qui est le rééquilibre de l'environnement familial. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Oui, il faut que le parent il sache d'abord à quoi il a affaire. Parce qu'il y a 3 ou 4 grandes familles de drogue. Il faut qu'il arrive à savoir la famille de drogue spécifique dans laquelle son enfant se trouve. Il y a la famille, par exemple, des dépresseurs. C'est toutes les drogues qui tranquillisent, qui amènent la personne à dormir, qui amènent les douleurs à être apaisées, etc. Ça, c'est la famille des dépresseurs. L'impression que la douleur est apaisée. Malheureusement, oui. Donc, il y a la famille des dépresseurs, il y a la famille des stimulants, où la personne, vous voyez souvent les apprentis baka, ils courent dans tous les sens, ils sont partout à la fois. Ça, il est sous stimulant, pardon. Et donc, ça, c'est la seconde famille. Il y a la troisième famille, c'est la famille des perturbateurs, où vraiment très, très vite, on passe à des problèmes psychiatriques et tout. Et puis, il y a la quatrième famille. En fait, cette classification, elle est faite en fonction des conséquences des drogues. Il y a la famille des hallucinogènes, où l'enfant va commencer vous allez faire attention à voir des sons. Oui. Il voit des sons, il entend des personnes qu'il voit. Il n'y a que lui qui entend ou bien qui voit ces choses-là. Il en parle et tout le monde est perplexe parce que personne ne voit ou n'entend ce que lui voit ou entend. Ça veut dire là qu'on est en train d'aller dans les problèmes psychiatriques. Donc déjà, il faut que le parent sache dans quelle famille de drogue son enfant se trouvait pour le savoir. Il a besoin nécessairement de faire un bilan toxicologique. D'accord. Bilan toxicologique. Donc déjà, quand on est alerté par le comportement très changeant de l'enfant, il faut déjà aller à l'hôpital. C'est quel médecin qu'il faut voir déjà? Non, déjà, c'est un laboratoire. Il faut aller... voilà. On peut demander nous-mêmes, sans l'avis médical, oui, il y a des tests, même demander. Il y a des tests rapides pour savoir quel est le type de drogue que l'enfant il consomme et tout. Au niveau toxicologie, il y a 2 bilans à faire. Il y a le bilan qualitatif pour savoir... Il faut bien noter, chers parents, il faut bien noter. Si vous avez remarqué que le comportement de votre enfant a changé, mais complètement, et que vous soupçonnez qu'il commence à consommer de la drogue, voici donc les examens à faire dans les différents laboratoires médicaux. Mais attention, il ne faut pas que les parents courent systématiquement vers les examens, parce qu'on fait les examens dans un but. Quand je sais que mon enfant il consomme la drogue, ce n'est pas juste pour savoir, il faut que j'agisse. Donc c'est pour agir, ce n'est pas pour faire et puis savoir et puis croire qu'on peut donner des conseils et puis ça va régler le problème. Plus loin, ce n'est pas pour brimer l'enfant à chaque fois, oh drogué là, impoli là, raté là. Non mais ce n'est pas pour ça, hein, chers parents, c'est pour aider l'enfant à se retrouver. À sortir de là. D'accord. Donc on va aller faire le bilan qualitatif pour voir le type de drogue que l'enfant consomme. Le bilan qualitatif. Oui. D'accord. Et à côté du bilan qualitatif, quand on sait qu'il est positif, par exemple, à un type particulier de drogue, on va faire le bilan quantitatif pour quantifier la teneur de cette drogue-là dans son sang. C'est très important parce que c'est un indicateur pour les thérapeutes, c'est un indicateur de suivi. Par exemple, si on fait le bilan aujourd'hui à quelqu'un, on sait qu'il est positif à, je dis n'importe quoi, au cannabis. On connaît la teneur du cannabis dans son sang au jour d'aujourd'hui. On s'est dit, bon, le cannabis a une durée de vie que je ne donnerai pas ici.
Voilà. Merci. Et cette durée de vie-là, on sait qu'au bout de, je prends un exemple, si au bout d'1 mois, l'enfant est sous traitement ou bien l'enfant dit qu'il ne consomme plus, si on refait le test, le chiffre qu'on trouve doit normalement diminuer. C'est ça. La teneur doit diminuer normalement, pas évoluer. Si ça évolue, ça veut dire qu'il n'a jamais arrêté. Donc, on fait ça. C'est vraiment des indicateurs pour les thérapeutes, hein. C'est très important pour le thérapeute. C'est important un peu pour le parent, juste à titre d'information, mais c'est surtout des indicateurs pour les thérapeutes. Donc, quand on a fini de faire le bilan toxicologique, il est important de faire également un bilan de santé. Parce que la plupart du temps, la consommation de drogue est couplée de maladies comme par exemple les hépatites virales, comme par exemple le VIH-Sida, parce que en fonction du mode de consommation de l'enfant, s'il utilise une seringue, il peut utiliser une seringue souillée, partager ça avec d'autres personnes. Si c'est les hépatites virales, en fumant par exemple, il peut prendre la salive de quelqu'un qui a déjà une hépatite virale, une tuberculose. Donc il est important de savoir si l'enfant il a une intégrité totale de ses organes nobles. Par exemple, le cœur, le poumon, le foie, le rein, etc. Donc, on va faire des examens à ces niveaux-là. Parce que quand on va, par exemple, devoir le mettre... En fait, ce n'est pas que le cerveau qui sera touché. Mais c'est la vie de la personne. C'est pas que le cerveau. C'est la vie de la personne. Oh mon Dieu. Voilà, c'est la vie de la personne. Et très souvent, on s'amuse avec, en fait. Donc, il faut lui faire un bilan de santé. Et ce bilan de santé-là, bien évidemment, les médecins vont prescrire ce qu'il y a à prescrire, justement, pour voir si les organes-là sont intègres. Donc, en dehors du bilan de santé, on va également faire un bilan psychiatrique. D'accord. Parce que la consommation de drogue... C'est plusieurs étapes, hein, oui. Docteur. Oui, oui. Ouais. La consommation de drogue, ça fait plonger très rapidement dans les problèmes psychiatriques. Donc, on peut, comme je vous ai dit, ça lèse certaines cellules cérébrales. Donc, il faut qu'un médecin psychiatre qui est habilité à prendre en charge les problèmes du cerveau, il faut qu'il fasse son bilan pour qu'il indique si, à ces niveaux-là, il n'y a pas de problème sous-jacent. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de problème psychiatrique? Est-ce que l'enfant n'a pas commencé à développer une maladie psychiatrique? Il faut qu'on le sache. Pourquoi? Vous savez, Tata Naomi, si tout de suite, moi, je vous salue, que je fais un palu, même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez savoir. Oui. Parce que vous allez voir que j'ai la paume qui est chaude, par exemple. Ça. Mais quand je suis en train de développer une maladie psychiatrique, c'est difficile pour vous de le savoir. Parce que c'est dans mon comportement que ces choses vont se révéler. Alors qu'il y a tellement d'éléments qui ne sont pas liés forcément à mon cerveau, qui peuvent indiquer que j'ai des problèmes. Donc, il faut très, très vite voir un médecin psychiatre. Et le dernier bilan à faire, c'est le bilan psychosocial. Qui consiste à? Bilan psychosocial qui consiste à faire un inventaire, un état de lieu en fait de la personne. Parce que c'est vrai, nous tous on a nos faiblesses et on peut rencontrer des difficultés, mais tout le monde n'ira pas forcément vers la drogue. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, dans la tête de la personne pour que la personne soit encline à tomber dans la consommation abusive de drogue, par exemple. Donc là, on va faire une batterie de tests psychologiques pour voir un peu la personnalité de l'enfant et puis évaluer également son vécu relationnel, son vécu familial, son vécu psychologique et voir un peu l'incidence de certaines choses, de certains événements qu'il a vécu en famille sur son comportement actuel qui le fait consommateur de drogue. Donc, on fait ce bilan psychologique et ça permet de vraiment donner un tableau exhaustif, en fait. C'est-à-dire qu'on rencontre donc aussi les membres de la famille oui, absolument. Échanger avec les membres de la famille? Absolument, que ce soit au moment des bilans comme au moment de la prise en charge. Parce que le bilan, il va se faire, on est obligé de rencontrer les membres de la famille. Je parlais de bilan psychosocial, donc il y a le volet psychologique qui porte sur la personne et l'aspect social qui porte également sur l'environnement familial, l'environnement social. Parce qu'il faut dépister, il faut détecter dans le milieu familial comme dans le milieu social que la personne fréquente, tous les éléments qui peuvent concourir en fait à sa rémission par rapport à la consommation de drogue. Donc, il faut faire cet inventaire préalable pour évaluer le potentiel de récupération de la personne. Et quand on a fini de faire cet inventaire, quelles sont les autres étapes? Parce que là, c'est que le début. Non, ça, c'est vraiment c'est comme si vous allez à l'hôpital, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là, et le docteur dit, bon, voici des examens, va au laboratoire. Donc, quand vous allez au laboratoire, vous avez les résultats, c'est maintenant que le travail commence. Et le travail va commencer par quoi? Le travail, il peut se faire de deux façons. Ça dépend du stade dans lequel l'enfant se trouve. Par exemple, on peut avoir une prise en charge qui s'est faite en ambulatoire.
Ambulatoire, ça veut dire que l'enfant, il est chez lui à la maison et il vient rencontrer un thérapeute dans son cabinet ou alors le thérapeute se déplace vers lui. Mais ça dépend du niveau de consommation de la personne, de son capital de récupération. Ça dépend également de beaucoup d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'on peut assister, par exemple, à des gens qui sont à un niveau si vous voulez, des changements de comportement qui est vraiment le niveau où la personne est dans le déni. Il y a des gens qui ont des problèmes. Et puis il dit, mais moi je consomme du cannabis, mais ce n'est pas grave. Le cannabis, c'est rien du tout. Si le cannabis est dangereux, pourquoi les rastas, ils fument et tout ça? Donc il banalise en fait. Il ne se rend pas compte qu'il est dans des problèmes. Une telle personne, si son niveau de consommation est assez élevé, il est difficile de la prendre en charge en ambulatoire. Parce que ça veut dire le maintenir dans son milieu d'origine. Et là, c'est difficile. Il a toujours contact avec tous les fournisseurs, etc. Et donc, il ne peut pas le prendre de force aussi? L'enfermer de force, justement? L'idéal, c'est d'obtenir son adhésion au processus de changement. Parce que vous voyez, c'est un processus de changement de comportement. Tout changement durable et changement solide, ça vient toujours de l'intérieur. Quand c'est imposé par l'extérieur, ce n'est pas efficace. Vous voyez, la vie, elle naît de l'intérieur. Vous prenez un œuf, si vous déposez un caillou dessus, l'œuf se casse, il n'y a plus de vie. Mais quand l'œuf se casse de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un poussin qui est en train de sortir, c'est la vie qui sort. C'est pareil. Si vous voulez obtenir un changement de comportement chez quelqu'un, ne lui imposez pas les choses de l'extérieur. Il faut plutôt l'emmener à faire ressortir son potentiel et sa volonté d'aller à un autre niveau. Donc, c'est de travailler sur sa psychologie. La psychologie, ici, ça intervient pour plus de 80% dans la récupération de la personne. Donc, il y a des parents en désespoir de cause, souvent en train de fuir aussi les responsabilités familiales. Ils se disent que pour la prise en charge, il faut nécessairement que l'enfant soit en milieu institutionnel, il est pris en charge par des gens, donc on se débarrasse un peu et on oublie que c'est nous qui devons jouer le plus grand rôle en tant que famille. Parce que la personne est là, souvent sa volonté est altérée par la consommation de drogue et il faut justement lui restituer cette volonté-là en travaillant sur tous les aspects de sa personnalité. C'est pour ça que la prise en charge au niveau de la drogue est une prise en charge holistique chez le mineur. Et là, on a la possibilité, vous l'avez dit, d'aller voir le thérapeute ou permettre au thérapeute de venir voir l'enfant. Voilà. Il y a le deuxième cas où justement il faut l'interner. Il faut l'interner. Et en internat, c'est vraiment de le couper de tous les circuits d'approvisionnement et puis, pendant qu'il est en institution, faire un vrai travail psychologique pour... Et il y a des centres comme ça en Côte d'Ivoire? Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le seul centre d'État qui existe, c'est le Centre régional d'information à la lutte antidrogue, qui est normalement une institution prévue pour la formation des acteurs à la lutte contre la drogue, mais aujourd'hui qui a un volet de prise en charge. Mais il faut savoir que ça coûte beaucoup d'argent pour le citoyen ordinaire. Oui. Combien comme ça? 700 000 au bas mot par mois. Par mois? Par mois. 700 000 au bas mot. Et puis, en fait, quand on est dans ce process-là, on n'est pas sûr de quand on finit, en fait. La consommation de drogue, elle est multifactorielle, en fait. Elle dépend de beaucoup de facteurs. Donc, aussi longtemps que les facteurs qui ont poussé la personne à tomber dans la drogue sont autour de la personne, il y a des risques de rechute à tout moment. Donc, si vous voulez, l'internement n'est pas une solution miracle. Ou parce qu'on a envoyé la personne en cure de désintoxication, au bout d'1 mois, tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça. Si les conditions de rechute sont créées, je dis conditions familiales, conditions sociales, conditions personnelles, si tout ça s'est recréé, la personne peut rechuter à tout moment. Je rentre dans la drogue parce que j'ai des chagrins, j'ai des douleurs. Si je reviens à la maison après un séjour en institution, si le même environnement, faut pas croire que les thérapeutes là-bas vont faire des miracles. Voilà, la personne peut rechuter à n'importe quel moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que l'enfant n'y aille pas. Parce que, si vous voulez, c'est un chemin, je ne dirais pas de non-retour, mais ça y ressemble. C'est pour ça qu'il faut être présent. Et nous, parents, on commet beaucoup d'erreurs. Et l'une de nos erreurs, c'est de dresser les barrières autour de l'enfant. On augmente la taille de nos clôtures pour ne pas qu'ils sortent. Les interdits. On met des portails blindés en interdisant la sortie aux enfants. On met des barrières à n'en point finir hors de l'enfant. Mais j'ai le regret d'annoncer à chaque parent
que les barrières externes ne sont pas efficaces. Les barrières les plus efficaces sont les barrières qu'on dresse dans la tête de la personne. Comment dresser donc ces barrières? En étant présent, en lui donnant des valeurs. Quand j'ai des valeurs solides, quand je sais par exemple qu'il y a des choses, non seulement ça va détruire ma santé, ça va détruire ma vie elle-même, ça va détruire la vie de ma famille. Parce qu'en tombant dans la consommation de drogue, par exemple, si je suis le seul fils de mes parents, il y a des risques que mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, fassent par exemple un infarctus ou bien alors d'autres problèmes de santé. Donc je mets en péril non seulement ma vie, mais la vie de beaucoup d'hommes autour de moi. Si au départ, mes parents sont là pour m'éduquer convenablement, pour m'emmener à mon meilleur niveau, quand c'est fait depuis la base, quand les parents ont compris que l'éducation, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas l'école chère, quand ils ont compris que ce n'est pas autre chose que leur présence... Quand ils ont compris que l'éducation, ce n'est pas l'élevage. Ce n'est pas l'élevage, quand ils ont compris ça effectivement, ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Et ce rôle, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas le jouer par délégation de pouvoir ou alors par, si vous voulez, je ne sais pas quel autre mot utiliser, mais on ne peut pas le faire par délégation de pouvoir en confiant tout à une nounou et puis en tournant autour du monde à la recherche de je ne sais quoi. Quand on a fini de faire tout ça... Aux instituteurs, aux enseignants, non. Voilà. Cela, non. Le plus important, c'est ce qu'on offre à l'enfant. Et c'est surtout ce qu'on ne lui offre pas, je l'ai déjà dit. Notre présence, notre affection, le partage de ses moments de vie. Vous ne savez pas ce que ça représente pour un enfant de dire « Papa est venu, maman est venue » et puis courir vers son papa. Et après aussi, il y a des papas, hein, quand ils arrivent, papa arrive, la tangente. Parce que papa donne l'image d'un Django. Quand il rentre, les enfants ont l'impression qu'il va dégainer son pistolet. Oui. Donc, chacun se cherche. Quand on entend le bruit de la voiture de papa rentrer vers le garage, chacun s'en va dans sa chambre. Cher papa, si tu as malheureusement, cette caméra-là, il faut malheureusement tu as ce genre de comportement, il faut savoir que ce n'est pas à ton honneur. Et puis, ce n'est pas au bénéfice de tes enfants. Il faut savoir que ce qui est à leur bénéfice, c'est que tu sois pour eux non seulement un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui les accompagne dans leur processus de vie, dans leur circuit de vie, mais il faut qu'à un moment, tu deviennes pour eux un mentor. Et le mentor, c'est quelqu'un qui inspire par son exemple. C'est quelqu'un qui donne des conseils. C'est quelqu'un qui aide à aller au meilleur de soi parce qu'il dit à la personne, regarde, j'ai emprunté tel chemin, j'ai abouti à tel autre chemin. Il faut faire comme moi. Mais il y a deux extrêmes. Il y a justement des parents qui sont tellement sévères qu'ils repoussent les enfants, mais il y en a d'autres, en fait, qui ne sont plus des parents, mais qui sont des copains et qui laissent passer tout. Ils n'ont rien compris au jeu. Ils n'ont rien compris. Ces gens de parents... Des parents, par exemple, qui peuvent organiser des fêtes où il y a de la boisson, de l'alcool, et qui se disent émancipés... Alors... Non, ça, c'est la démancipation. Merci. Ils n'ont rien compris au jeu. Oui. Ils n'ont pas compris qu'être parent, c'est d'abord jouer un rôle de mentor, c'est-à-dire un exemple que les enfants copient. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'est ce que je fais que mes enfants ont tendance à copier, avant d'aller copier ce qui est dehors, je ne vais pas, par exemple, organiser une fête où je vais donner de l'alcool à mes enfants. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas fréquenter des bars où mes enfants vont, par exemple. Être intime avec son enfant ne veut pas dire être forcément son copain, son pote d'amusement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On est parents et on crée l'environnement qu'il faut pour pouvoir mettre l'enfant dans de bonnes conditions afin de parfaire son éducation. Et si nous devons, en 2 phrases, répondre donc à ces 2 grandes questions que nous essayons, auxquelles nous essayons de répondre depuis le début de cette émission, comment reconnaître un enfant qui se drogue et comment l'aider à s'en sortir? Qu'est-ce que vous direz? Signe clinique à observer, regardez le comportement de l'enfant, ça veut dire le connaître, bien le connaître avant. Et maintenant, quand on sait qu'il y a une variation dans son comportement, on va redevenir pour lui un parent, un vrai parent qui est un accompagnateur et un inspirateur. Il faut savoir que le rôle de parent est un travail à plein temps. Son nom, c'est Dr Frédéric Zabidjo. Il est psychologue, il est coach de vie, pour ne citer que ces 2 cordes qu'il a à son arc, parce que si je dois vous faire la liste, on ne va pas s'en sortir. Mais il est important de rencontrer des professionnels comme lui, et c'est pour cela que pour cette émission, exceptionnellement, il va nous laisser un contact. Le 07
07 encore, 65 29 27. Ou alors le 01 01 38 38 encore, 51. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Infiniment merci à vous et à la RTI. Oui, merci aux téléspectateurs qui réagissent. S'il vous plaît, personne non sérieuse s'abstenir. Ces numéros de téléphone-là sont précieux. Vous laissez des messages, on prend rendez-vous, on s'organise pour justement nous aider à permettre à nos enfants qui sont malheureusement